La Vendée pour défense de sa division, le soutien de la France va détruire la nation. Sapeurs et bombardiers, artillerie, sont tous prêts à danser la symphonie. À l'entour de nos forces, nous avons pour certains des ennemis atroces qui nous narguent de loin. Chers amis, bonjour. Ici, le colonel Van Hagen. Donc ce soir, parce que c'est le soir pour moi, c'est dimanche. Enfin, tout le monde dort. Je peux vous parler sans avoir des bruits de fond. Quel week-end nous avons eu et quel dimanche. Bon, je sais pas pour vous, moi il a fait très très beau ce dimanche. Et j'espère que vous en avez profité de votre côté. Moi dans mes montagnes c'était parfait. Alors, petit message en préambule. Si vous trouvez que ce que je raconte est intéressant, n'hésitez surtout pas à... C'est complètement con de dire n'hésitez pas, enfin, partagez-le, hein. Likez, ça va faire monter le référencement et ainsi d'autres personnes pourront pourront entendre mes élucubrations. Voilà. Ceci étant dit, je voulais également vous expliquer que le dimanche, j'allais donc faire ces émissions un petit peu plus longues que les autres pour partager des idées que j'avais eues, des pensées que j'avais eues en regardant un petit peu l'actualité, les réseaux sociaux, etc. Les réseaux asociaux, comme dit Monsieur K. Et donc, je ferai des podcasts thématiques, plutôt en semaine, un petit peu plus courts. Donc là, j'en prépare un sur Gilbert Dumotier, alias le marquis de Lafayette, hein. Celui qu'on a appelé le héros des deux mondes, que l'on pourrait aussi appeler le maçon des deux mondes, hein, vous verrez, vous me direz ce que vous en pensez. Je prépare également quelques petites... je prépare aussi des thématiques sur le corps royal de l'infanterie de la marine, sous Louis XVI, et également quelque chose sur les guerres qui ont mis fin à la Nouvelle-France. Ce sont des sujets qui m'intéressent beaucoup, vous me direz ce que vous en pensez également. Et j'ai un ami qui m'a demandé, en fait il voudrait en savoir un petit peu plus sur les guerres de Vendée. Alors c'est un sujet qui a été abordé par tout un tas de gens qui ont beaucoup plus de talent que moi et beaucoup plus de connaissances que moi, mais comme j'aime bien rendre service à mes amis, je vais me lancer dans cet exercice. Voilà. Alors je vais prendre mes notes. Et donc, une réflexion m'est venue cette semaine sur... alors, je discutais avec quelqu'un, et je lui disais, mais en réalité, la majorité des gens ne veulent pas de nous. Hein. Alors, qu'est-ce que j'entendais par les gens et par nous? Les gens sont donc cette majorité de nos concitoyens, en fait, qui vivent leur vie... sans forcément se préoccuper de questions idéologiques qui sont désabusées par la politique, désabusées par le fait religieux, qui vivent leur vie de citoyens lambda. Certains sont absolument tout à fait heureux d'avoir un président maçon, le président Macron, et d'autres sont dans un fataliste total. Et le nous, c'est ce que notre ennemi appelle la fachosphère, que l'on soit royaliste, que l'on milite pour, je sais pas moi, le fascisme, que l'on milite pour Étienne Chouard, que l'on milite pour l'UPR, enfin, vous voyez un peu cet ensemble un petit peu informe. Et pourquoi je me disais ça? Parce que finalement, nous sommes un petit peu comme ce caillou dans la chaussure, vous savez. Bon, vous arrivez tant bien que mal à marcher avec, mais quelquefois, il se déplace un peu et tac, il vous taquine, là. Et à un moment donné, il va falloir se débarrasser de ce caillou, donc il va falloir se débarrasser de nous. Parce qu'on fait chier tout le monde, en fait. Et parfois, je me demande réellement si tout cela sert vraiment à grand-chose. Dans le sens où, comme me le faisait remarquer quelqu'un, non... moi, je vois pas quoi ça me sert de savoir que l'histoire de France est complètement faussée, que les oligarchies, parce qu'elles veulent s'enrichir, contrôlent la plupart des
des médias, enfin, tout ça, moi j'en ai rien à foutre. On me l'a dit, hein, clairement. Parce que bon, bah voilà, je préfère vivre ma vie comme ça, et puis ça s'arrête là. Voilà, c'est parfait. Ces gens-là, en fait, sont très très contents de pouvoir le soir rentrer chez eux, regarder la télé, penser au week-end, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire pour se démater la gueule en boîte de nuit, ou etc., ou aller à leur loisir. Une grande majorité des gens n'ont pas envie de remettre en question la vie qu'ils vivent. Ils sont très heureux comme ça. Et nous, en fait, alors le nous, c'est nous, en fait, on fait du bruit, on dit non, mais c'est pas possible, vous pouvez pas rester comme ça, vous pouvez pas vivre ces vies d'esclaves. Mais force est de constater que beaucoup aiment vivre ces vies d'esclaves. Là, ils aiment bien, c'est parfait, tout roule. Ils ont à bouffer, ils peuvent vivre à crédit. Peuvent s'acheter la dernière bagnole, le dernier écran, des ordinateurs, des consoles de jeux, des téléphones. C'est parfait. Pourquoi voulez-vous que ces gens changent ou aient envie plutôt de changer? Ils veulent pas. Par contre, nous, on les fait chier. Clairement. Et c'est bien confortable pour eux de pouvoir nous épingler et nous traiter de fachos, de haineux, de toutes ces conneries là. Parce que bon bah eux en fait ça leur permet de ne pas avoir une quelconque responsabilité dans toute cette histoire. Ils veulent pas de nous. Alors si quelqu'un qui ne fait pas partie de notre mouvement, de tout ce que nous pouvons représenter, écoute ce que je dis, posez-vous donc cette question. Qu'est-ce qu'un esclave? Qu'est-ce qu'un esclave, après tout? La langue française est intéressante. Ne dit-on pas, nous sommes esclaves de nos désirs, esclaves de nos pulsions, esclaves. C'est-à-dire qu'en fait, nous n'avons pas de prise sur le monde qui nous entoure. Nous sommes en fait les effets d'une cause. Êtes-vous réellement dans le contrôle total de votre vie? Est-ce que vous réussissez à contrôler votre vie? Ou est-ce que ce ne sont pas plutôt des gens qui la contrôlent pour vous? Qu'est-ce qui vous pousse à acheter la dernière bagnole? Qu'est-ce qui vous pousse à acheter le dernier téléphone? Qu'est-ce qui vous pousse à voter si vous votez? Qu'est-ce qui vous pousse à avoir cette espèce, vous savez, cette espèce d'indignation Ah, non, tu n'as pas le droit de dire ça. Ah oui, en parlant des fameuses chambres à air. Hein. Qu'est-ce qui vous pousse à applaudir des deux mains lorsque le président maçon balance des missiles sur un pays souverain qui s'appelle la Syrie? Est-ce qu'à un moment donné, la Syrie représente un danger immédiat pour la France? Alors je ne fais pas l'apologie du terrorisme. Hein. Si je suis écouté par le pouvoir en place, ce dont je doute tout de même, ça serait me donner une bien trop grande importance. Mais que ce soit clair, je pense que le terrorisme est une arme qui est contrôlée par des puissances extérieures à notre État. Pour moi, le terrorisme est quelque chose de synthétique. C'est un flingue, c'est un bombardier, c'est à classer au même titre que tout cela. Donc, moi, je viens pas me mêler du travail des services de renseignement. Je pense qu'ils font très très bien leur boulot tout seuls. J'ai pas une sympathie toute particulière pour Assad. Ce gars-là fait ce qu'il peut depuis 7 ans. Donc voilà, nous faisons bien chier tout le monde avec nos idées. Je ne sais pas comment vous vivez vos vies et comment vous discutez avec des gens autour de vous. Mais vous les emmerdez la plupart du temps. Ils n'ont pas envie de se poser de questions. Donc voilà. Alors faut-il être pessimiste? A-t-on le droit de se laisser aller? Faut-il être d'une candeur extrême en disant non, tout va bien se passer? Ou est-ce que finalement, le moyen terme entre cela n'est pas la bonne attitude à avoir? C'est-à-dire que il faut savoir considérer le danger auquel nous faisons face, qui est le danger, la destruction la plus totale de notre culture et de ce que nous sommes en tant qu'Européens, et d'un autre côté, savoir qu'effectivement, les voies du Seigneur sont impénétrables,
Et comme la France a été sauvée à de nombreuses reprises, elle sera sauvée à un moment donné. Est-ce que finalement, le moyen terme n'est pas la meilleure attitude à adopter? Et quelque part, j'essaie de m'imaginer ce que pouvaient penser, je sais pas moi, ces Romains qui voyaient petit à petit Rome dégringoler. Qu'est-ce qu'ils pouvaient bien penser? Est-ce qu'il y avait des gens comme nous qui se posaient des questions? Alors j'ai pas étudié l'histoire romaine du tout, hein, j'y connais rien du tout. On peut pas tout faire. Mais je me pose souvent la question, dans ces grandes mutations en fait, de société, y a-t-il eu des gens qui, comme nous, refusaient de voir le navire couler? Y a-t-il eu des sursauts? Nous faisons face, je trouve, à une situation assez inédite. C'est, à mon avis, à mon humble avis, la seule fois où nous avons une espèce de pouvoir tentaculaire qui déstabilise des régions complètes du globe pour projeter ces gens-là en Europe et comme un coin le ferait dans une bûche, éclater tout l'édifice. Hein, c'est quand même assez inédit. Nous faisons face à une situation qui n'a jamais été vécue. Depuis le commencement de l'histoire européenne, c'est quand même la première fois que l'on utilise des populations extérieures pour faire éclater l'unité culturelle et l'unité raciale que peut représenter l'Europe. Je vous invite par curiosité à aller faire un tour sur un groupe Facebook ça doit être un truc comme sympathisant de la République En Marche. Je m'y suis inscrit il y a très longtemps, à l'époque à l'époque des élections, et je regarde ce que les gens racontent. Le seul constat, hormis toute l'indignation que je peux ressentir en lisant ce que ces gens racontent, le seul constat réel et concret que je puisse en faire au-delà de l'émotion, c'est le niveau de mésinformation. Ils sont dans... C'est dément. Et ce qui est curieux aussi, c'est que même parfois, dans notre camp, on va dire, les gens basent leur jugement et leurs infos quasi exclusivement sur ce qu'a raconte la presse. Mais c'est encore plus dangereux quand vous considérez que ces sympathisants LREM là boivent les informations comme du petit lait, quoi. C'est parole d'évangile. Enfin, si c'est dit à la télé, c'est vrai, et si c'est marqué dans les journaux, c'est vrai. Moi, je reprends souvent ce que disait Coluche. La seule chose exacte dans un journal, c'est la date. Ce gars-là, on peut l'aimer ou pas, vous pouvez être certain que ce qu'il a dit, ça avait du bon sens quand même. Donc voilà, on m'a reproché d'être extrêmement pessimiste, donc non, je ne le suis pas, j'essaie de garder la raison, mais il faut aussi rester lucide et savoir qu'en face de nous, un de nos premiers ennemis reste nos concitoyens. Ils ne veulent pas de nous. C'est clair. Donc j'en viens au deuxième sujet que je voulais traiter. On m'a offert récemment, un de mes très chers amis m'a offert la guerre de guérilla de Che Guevara. Ça faisait des mois qu'il m'en parlait, je ne l'ai pas encore lu. Et en discutant avec lui, on se faisait cette réflexion. Donc lui, en fait, son attitude est de rester sous les radars, de se préparer comme une sorte d'opposition invisible. Et j'avoue que je trouve ça très intéressant. Mais bon, effectivement, je ne serais pas en train de faire des podcasts si je voulais rester sous les radars. Alors bon, non, je ne gonfle pas l'impact que je peux avoir sur les gens, faut pas déconner. Mais bon, sait-on jamais, hein, peut-être qu'à force de raconter des choses, ma voix pourra peut-être aider certaines personnes à y voir plus clair. Donc, faut-il, c'est une vraie question, faut-il rester sous les radars, se préparer en silence, et en se disant qu'à un moment donné, il faudra peut-être faire quelque chose? Quoi? C'est sujet à spéculation. Ou, comme je lui disais, il faut certes se préparer, certes il faut que des gens restent dans l'ombre et fassent le travail qu'ils ont à faire,
Mais il faut aussi des gens qui, sur le devant de la scène, se fassent les porteurs d'un certain message. Et je pense que c'est le rôle de chacun d'entre nous de ne pas rester des spectateurs, finalement. C'est un peu un symptôme de notre société que d'être un spectateur. Et quelque part, en faisant les podcasts que je fais, je me dis que ça peut susciter des idées, des envies, etc. Soit d'aller faire d'autres podcasts, après tout, c'est un peu l'effet boule de neige, hein. Soit à son niveau personnel, parler aux gens autour de nous, leur donner des petites munitions, essayer de les éveiller à une autre compréhension des choses, parce qu'en fait finalement nous jouons cette espèce de jeu d'échecs. En face de nous, nous avons cette machine énorme qui fait son boulot depuis plusieurs siècles maintenant. Ça pourrait paraître écrasant, mais je pense que, bon, ça a été dit plein de fois, hein, je vais enfoncer une porte ouverte là, mais nous sommes plus nombreux qu'eux. Hein. Des fois, faut peut-être le réaliser, on est bien plus nombreux que ces gens-là. Et c'est un peu comme dans ces films de science-fiction, vous savez, où nous sommes cette espèce de petit virus là, et tout autour nos concitoyens sont sous cet effet hypnotique que peuvent produire les médias dominants et le pouvoir dominant, en leur disant non mais tout va bien, c'est bien là-haut, c'est génial, tout va très bien, ne vous inquiétez pas, on va défoncer la gueule aux Syriens, oui il était méchant, alors vous savez, nous on est là, on va vous sauver, hein, voilà. Et nous en fait on est ces espèces de virus en train de dire non mais attendez, vous voyez pas qu'ils vous racontent des conneries, hein, je me sais là. Enfin, juste une petite incise, ça fait plusieurs années maintenant que l'Arabie Saoudite génocide des gens au Yémen. Hein. Est-ce que cette espèce d'enfoiré de BHL a fait une intervention à la radio en disant non mais il faut absolument sauver le peuple yéménite, hein, espèce de raclure. Il n'a rien fait, il a rien dit. Vous croyez que la coalition internationale envoie des missiles sur l'Arabie Saoudite? Ça serait drôle. Non, pas du tout. Hein? Mais pendant ce temps-là, est-ce que vous posez la question? Alors moi, en tout cas, je me la pose. Je sais pas si certains d'entre vous ont des enfants. Mais ils nous ont rabâché les oreilles avec ces pauvres enfants qui meurent, etc. En foutant des photos dégueulasses dans les médias. Mais à aucun moment on a eu, parce que c'est possible, hein, à aucun moment on a eu une caméra pendant le raid à Damas qui nous montrerait ces femmes et ces enfants syriens en train de se faire bombarder par des centaines de missiles. Hein? Alors là, on n'a pas les BHL larmoyants sur le destin de la population syrienne bombardée par nos propres missiles. Non, parce que ça fait pas partie de la narration, hein, faut pas. Voilà. Donc je vais clore ce sujet, hein. Les gens ne veulent pas de nous. Et quelle attitude adopter entre la candeur absolue et le pessimisme absolu. Alors dans un autre registre qui fait un peu le lien sur ce que je déteste appeler ça la fachosphère, parce que c'est un terme de l'ennemi, mais on va dire notre camp, hein, on va dire le camp des gens qui en ont marre qui ont bien compris qu'on se foutait de notre gueule à longueur de temps. C'est une question qui a été évoquée par des tonnes de personnes avant moi. C'est sur cette espèce de division et sur cette espèce de grand rêve d'une opposition unie dans l'effort. Et alors j'ai pas eu le temps de regarder cette vidéo entre Papacito et puis un gars, un païen, hein. Je me rappelle plus de son nom. Je la regarderai peut-être, mais je me suis fait cette réflexion. Vous avez cette espèce d'opposition entre les païens, le paganisme, et les chrétiens. Est-ce qu'on en est vraiment à se faire ce genre de querelle? Parce que pour moi, ce sont des querelles. J'en ai strictement rien à foutre
de la religion d'un tel ou d'une telle, tant qu'elle essaye, ou il essaye, de combattre le merdier dans lequel nous sommes. Est-ce que ça sert à quelque chose, quoi? Est-ce que c'est vraiment constructif? Est-ce que finalement, ce n'est pas, une fois de plus, une histoire de spectacle? Et est-ce que c'est pas juste une distraction de plus, hein? Comme l'évacuation des zadistes. Moi, j'en ai rien à branler, l'évacuation des zadistes. Je m'en tape de 3 pisseux. Et d'ailleurs, hormis le bastion social qui fait des actions, et je me jette la pierre à moi en premier, finalement, ma forme de lutte est une lutte dématérialisée. J'essaye de m'introduire dans votre tête, à vous dire, putain les gars, faites quelque chose. Mais c'est vrai que je suis pas sur le terrain non plus. Et je trouve ça formidable que des gens comme le Bastion Social fassent des choses, et ils en prennent plein la gueule. Mais hormis le fait que je déteste le son du didgeridoo et les dreadlocks et toutes ces conneries, ils ont quand même tenu le terrain, ces mecs-là. Hein, bon, ils se sont pris toute une palanquée de CRS sur la gueule, mais quand vous y pensez, il y en avait beaucoup des CRS pour déloger ces gens. Hein. Et finalement, j'ai vu passer pas mal de messages sur les réseaux sociaux de gens qui se félicitaient, mais ces gauchistes, quels qu'ils soient, étaient sur le terrain et se sont opposés aux forces de l'ordre. Aux forces du désordre, devrait-on dire. Donc, alors vous allez vous dire encore, le colonel Volkswagen se tape encore un délire, mais en Nouvelle-France, lorsqu'il a fallu se battre contre les Anglais, le marquis de Montcalm ne s'est pas posé la question. Nous avions bien des Indiens, païens pour le coup, qui combattaient à nos côtés face aux Anglais. Donc, moi personnellement, je vois pas du tout le problème. Ok, ils ont pas la même croyance que moi, tant qu'ils me respectent, et que tant qu'ils respectent ma croyance, je respecte leur croyance. Tant que nous sommes unis, quelque part, contre un ennemi commun, nous avons un ennemi commun. Peut-être qu'un jour on se tapera sur la gueule, je ne le souhaite pas, mais pour le moment, moi, ma seule préoccupation, c'est de me dire, est-ce que en faisant mes podcasts, en parlant à des gens, en proposant des initiatives, comme par exemple les cercles de gentilshommes, certains peuvent trouver ça totalement ridicule, d'accord, ils ont le droit. Mais moi, pour ma part, je pense que, quel qu'il soit, qui il soit, ou qui elle soit, tant qu'elle s'oppose à ce pouvoir démentiel qui veut éradiquer totalement ce que nous sommes en tant que culture, tant qu'il s'oppose à cela, mais il est bienvenu. Hein. Opposons-nous, réaffirmons notre identité celte, parce que nous sommes des Celtes. Si vous avez écouté le podcast que nous avons fait, Dago, Alexandre et moi, Alexandre, à un moment donné, l'a très justement dit, nous sommes des Celtes, on n'est pas autre chose. Hein. Donc un païen qui se réclame de la culture celte et qui a envie de vénérer les dieux celtes, ok, qu'il le fasse. Tant que nous combattons le même ennemi. Je crois bien avoir lu dans les États chrétiens d'Orient, hein, vous savez, après la libération de Jérusalem, les chrétiens d'Orient, à cette époque-là, on les appelait les poulains. Alors c'est décrit dans un texte, c'est dans Guillaume de Troyes, si je me rappelle bien. Il arrivait que des chevaliers chrétiens soient alliés à des combattants musulmans, et ils faisaient cause commune, ils faisaient la guerre ensemble. Quand nous sommes en train de faire une guerre, et je voulais ajouter un petit truc.
Je n'ai pas choisi un pseudo par hasard. Le colonel était le propriétaire de son régiment. Voilà. Et souvent, on pouvait tracer ce qu'on appelait la noblesse d'épée. Alors je n'irai pas jusqu'à dire que je représente cela, absolument. Mais quand j'ai choisi le nom le surnom, quand j'ai choisi ce surnom de colonel, c'est bien dans ce but-là, c'est bien dans cette idée d'être une sorte de porteur d'un message combattant. Et ce qui est bien triste à notre époque, c'est que nous ne pouvons pas prendre les armes, nous ne pouvons pas combattre, dans le terme le plus strict, dans la définition la plus stricte du terme. Les corps constitués de la République font que nous ne pouvons pas combattre. Donc nous sommes obligés de combattre sous d'autres formes. Et donc, j'en viens donc au dernier message, qui est cette histoire de cercle de gentilshommes. Et j'ai vu passer un message sous le podcast qui s'appelle Le Conseil de Régence, que nous avons fait avec Alexandre Edago. Je crois que c'était quelqu'un qui disait, mais ok, mais comment on fait? Je sais plus comment c'était dit. Et ben, comment on fait? Ben, rassemblez déjà vos amis. Si vous êtes 2 ou 3, ça suffit. Et puis, je sais pas. À l'heure actuelle, on est à l'heure du numérique. Des vidéos sur le combat à l'épée, il y en a des tonnes. Trouvez-vous des épées, fabriquez-vous des épées. Je sais pas, faites comme vous voulez. Entraînez-vous, astreignez-vous à une discipline martiale, marchez dans la forêt, discutez entre vous, essayez de créer du lien social avec d'autres personnes qui sont dans les mêmes idées que vous. Peut-être, si certains d'entre vous sont plus érudits, peuvent-ils donner d'autres idées, conseillez-vous des livres, rassembler d'autres personnes autour de vous, essayez de créer cet effet boule de neige. Si vous êtes 5 ou 6, vous serez 5 ou 6, si vous êtes 7, 8, 9, 10, vous serez 10, c'est ce qui serait complètement hallucinant. Mais finalement, ça vaut bien mieux qu'un loisir. Et ça peut être un loisir finalement, quand on y pense. Bon, ça va plus loin que le loisir, c'est évident. Devenez colonel de votre régiment. En cette époque où toutes les valeurs sont parties à volo, ce que je peux dire, j'ai bien conscience que ce que je raconte peut faire rire ou faire sourire et qu'on pourrait très bien se foutre de ma gueule. Mais je ne vois pas où est le problème. Je ne vois pas ce qu'il y a de risible finalement à se rassembler entre personnes qui ont à cœur les mêmes valeurs et qui, par leur exemple, pourraient peut-être attirer d'autres personnes. Finalement, si vous êtes dans un club de self-défense, ou si vous faites du sport, ou du tennis, ou ce que vous voulez, peut-être que toute cette énergie, vous pourriez la mettre dans l'apprentissage du combat, dans le fait d'aller marcher des kilomètres entiers dans la forêt, de reprendre un contact avec le réel. Si vous habitez en ville, vous êtes totalement déconnecté de la nature, donc de la puissance que peut représenter la nature. Dans la région où je vis, on se chauffe au bois, parce qu'il n'y a pas le gaz de ville. On est reconnecté à la nature. Quand vous sortez chez vous et qu'il y a 1 mètre de neige, on est connecté à la nature. Et ça vous fait grandir, ça vous fait prendre conscience que les forces de la nature sont là, elles sont puissantes. Ça vous fait prendre conscience que Dieu est bien là aussi. Traduisez cela comme vous voulez. Mais allez-y, reconnectez-vous au réel. Vous pouvez continuer à écouter des podcasts plutôt qu'écouter la télé. Allez-y, ouvrez des livres, trouvez-vous des épées, rassemblez-vous
entre amis, hein, tout simplement, et partager ces moments, hein, qui sont des moments incroyables, avec vos amis. Ça vous donnera peut-être l'occasion de rencontrer d'autres personnes qui ont la même aspiration que vous, qui ont les mêmes idées que vous. Voilà, je ne sais pas quel autre conseil vous donner. Comment fait-on pour créer un cercle de gentilshommes? Inspirez-vous des hauts faits de nos héros, hein. Et il y en a des tonnes, hein. Moi, j'ai une affection toute particulière pour le prince de Condé et pour Bertrand du Guesclin. Ces gens-là ont payé de leur personne. Bon, on n'est pas tous des héros, j'ai aucune prétention à l'être, mais ma foi, c'est par... je vais certainement déclencher des tonnes d'éclats de rire, mais ne dit-on pas que les petits ruisseaux font les grandes rivières, hein? Devenons des grandes rivières. Et que vous soyez royaliste ou que vous ayez d'autres idées, lâchez-vous, allez-y, soyons dingues. Voilà, bon, allez, je vais mettre un terme à ce long podcast. Là, ça commence à être sacrément long. Donc, si vous m'avez suivi jusqu'à la fin, je vous félicite. Bravo. Voilà, donc comme j'aime, je trouve ça formidable en faisant ces podcasts que des gens m'envoient des messages, des gens que je ne connais pas. Je trouve ça absolument génial, donc commentez, allez-y, n'hésitez pas à laisser un message à la fin de ce podcast pour me dire oui, je t'ai bien écouté jusqu'à la fin. J'en serais très très content. Reprenez contact avec le réel. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis vive le roi, vive la France, soyez royalistes.